Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on continue de se pencher sur les mises en œuvre de l'IA dans les collectivités locales avec le témoignage d'une nouvelle collectivité, d'un syndicat d'agglomération. Alors accordez-vous une nouvelle fois une demi-heure pour interroger le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques, politiques et aujourd'hui territoriaux. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez toujours sur le web, cause-commune au singulier.fm. Sur nos apps mobiles, elles sont géniales, hein, aussi bien Android qu'iPhone. Sur la bande FM à Paris 93.1 et sur le DAB+. En podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Et donc voilà, vous nous écoutez un peu partout. Merci à Olivier Gréco, notre infatigable, notre génial directeur d'antenne qui nous permet cet espace de liberté. Nous avons besoin de vous, hein. Et quelques petits gestes pour vous ont un impact énorme pour nous. Donc usez de vos super pouvoirs sur les plateformes, sur les réseaux, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, c'est notre seule récompense et ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. On continue notre tour d'horizon des stratégies et des plans d'action, de tests et de déploiement de l'IA au sein des collectivités. Là, on part dans le sud-est toulousain pour le SICOVAL, c'est un comité d'agglomération très actif sur l'innovation numérique. Bon, mais bien sûr qu'il n'est pas du coup passé à côté de la vague IA. Alors, on va voir comment il gère ou elle gère cette adoption de l'IA avec la directrice de projet en transformation numérique du SICOVAL. Bonjour Anne-Claire Dubreuil. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue. Alors à distance, j'espère qu'on l'entend pas trop, hein, on va faire en sorte que non. Merci pour votre témoignage aujourd'hui sur Parlez-moi d'IA. Alors Parlez-moi d'IA, Anne-Claire, mais on va d'abord parler un petit peu de vous et de votre collectivité. Alors, c'est quoi le SICOVAL, Anne-Claire ? Alors, merci d'abord pour l'invitation, Jean-Philippe. Le SICOVAL, c'est une communauté d'agglomération de 36 communes et 85 000 habitants au sud-est de Toulouse. Donc, avec un territoire rural, mais on est surtout en périurbain et très proche de Toulouse. Et en termes d'agents, vous avez quel type de... Combien d'agents Alors, on a 1200 agents et 700 qui se consacrent aux actions sociales. On a quasiment toutes les compétences du domaine social, donc ça donnera l'orientation de la manière dont on a abordé l'IA au SICOVAL. Ouais. Et après, on a 18 compétences qui vont du secteur économique au numérique, donc au social, j'en parlais à l'instant, à l'eau, à l'assainissement, aux déchets, enfin voilà, 18 compétences pour notre collectivité. Je le disais, votre collectivité, elle est connue pour ses engagements dans l'innovation numérique depuis plusieurs années maintenant, sûrement grâce à vous d'ailleurs. Et du coup, comment ça se gère aujourd'hui le numérique au sein du SICOVAL ? Quelles sont ses particularités ? Alors c'est une décision du politique, hein. Il y a eu une direction de projet de transformation numérique qui a été créée et qui a une mission donc de transversalité, de management fonctionnel sur l'ensemble de la collectivité, donc pour essayer de casser les silos et faire infuser la transformation numérique dans l'ensemble de la collectivité. Et il y a une DSI qui travaille aussi sur ces questions de transformation numérique, mais plus à l'interne. Et moi, ma mission, donc transformation numérique, est plutôt à l'externe, tournée vers le territoire, les citoyens, les entreprises, pour porter au niveau du territoire l'ensemble de ces innovations territoriales et de cet accompagnement à la compréhension des usages du numérique. Parce que vous avez déjà travaillé beaucoup sur le numérique et notamment le numérique responsable. Oui, tout à fait. On a une stratégie numérique responsable, donc qui a été validée par nos élus, votée par nos élus en février 2024, un petit peu en anticipation de la loi REEN et des obligations de la loi REEN, réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et donc, cette stratégie numérique responsable comporte 4 volets. Un volet social, un volet écologique, un volet éthique et souveraineté et un volet économique. Et donc, on aborde le numérique au SICOVAL toujours sous un angle systémique qui comprend ces 4 volets en interaction permanente. Et
du coup, comment vient s'insérer la vague IA? Donc 2024, elle était déjà là quand vous avez fait adopter cette stratégie. Comment vous insérez la vague IA qui pose aussi quand même beaucoup de questions de responsabilité potentiellement? Comment vous l'avez intégrée ou pas d'ailleurs à ce stade? Comment vous en êtes encore aujourd'hui au stade du test par rapport au numérique responsable? Comment vous l'envisagez l'IA par rapport à la stratégie globale? On a eu conscience, évidemment le rapport que l'on a écrit, on l'a plutôt écrit en 2023 qu'en 2024, mais on a eu conscience qu'il fallait aborder le champ de l'IA dans cette stratégie numérique responsable. Donc on a une petite page sur l'IA et les engagements que l'on prend autour du déploiement de l'IA au sein de la collectivité. Et donc on a défini 2 angles, un angle qui était autour de la performance des services publics et un autre angle autour de la transition écologique. Et on s'engage aussi à vraiment gérer au mieux les données qui permettront de déployer cette IA, d'être dans la parcimonie au niveau de la collecte. Enfin, il y a plein de petites précisions comme ça qui ont été données, et aussi d'accompagner l'ensemble du territoire et de nos collègues et des élus sur les enjeux de l'IA, et notamment les impacts qu'a l'IA en matière environnementale, sociétale, éthique, etc. Donc vous pilotez en fait du coup à la fois la stratégie numérique responsable et aussi cette partie IA. Et quand on pilote ce genre de grands projets, généralement dans une organisation, on essaie de chercher un peu des sponsors. Vous avez trouvé de l'appui en fait pour aller vers ce type de tests et de déploiement? Alors on a l'appui bien sûr, et c'est indispensable d'avoir l'appui de tous nos supérieurs hiérarchiques, et c'est le DGS, Monsieur Martinez, qui a validé le fait qu'on expérimente de l'IA, mais dans un cadre qui était précis. Et donc on a même présenté ensemble un webinaire, et avec la DSI également, qui présentait les enjeux de l'IA pour le SICOVAL, et qui permettait à nos 1200 agents, puisque ce webinaire a été mis à disposition des 1200 agents, qui permettait aux agents de poser d'abord toutes les questions sur le déploiement de l'IA au sein du SICOVAL, et qui montrait l'angle qu'on voulait prendre, l'axe qu'on voulait prendre, donc cette IA souveraine, éthique, sécurisée, inclusive, sobre. Et donc je pense que ça a permis de rassurer, en tout cas sur la manière dont on envisageait le déploiement de l'IA au sein de la collectivité. Ça, c'était quand exactement ? Ouais, ça c'était en octobre l'année dernière. D'accord. Près d'un an maintenant. Et donc, est-ce que je trahis un secret si je dis quand même que vous avez un DGS qui est assez connecté quand même? De ce que je comprends. De ce que je comprends. Bon, donc du coup, vous avez du sponsoring, vous avez effectivement diffusé la démarche au sein de l'organisation pour l'expliquer avant de la déployer. Et il y a ces 2 thématiques que vous avez choisi d'investiguer, la performance publique et la transition écologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière finalement ces 2 termes? Qu'est-ce que vous avez imaginé finalement comme cas d'usage derrière ces 2 termes? Alors peut-être juste pour revenir sur le sponsoring, et oui, c'est important, on a aussi un élu qui est Dominique Marty, oui, qui est l'élu à la transformation numérique et au SI, et qui bien évidemment porte aussi toute cette politique de déploiement de l'IA, et dans un cadre responsable. Voilà. Un élu et pas des moindres effectivement sur ces sujets. Voilà. Tout à fait. C'est important d'avoir et l'élu et le côté administratif, stratégique. Alors les 2 cas d'usage, comme j'expliquais tout à l'heure, on veut une IA utile et non futile. Je l'emprunte à Gilles Malpart, cette expression, avec l'idée en effet que l'IA réponde à des besoins particuliers. Et puis l'idée aussi, par rapport à la performance publique, c'était pour nous d'éviter le shadow IA. On s'est aperçu très rapidement qu'il y avait des usages d'IA non souveraines, non sécurisées surtout, et on a voulu proposer des outils qui permettent ce que proposent les outils propriétaires des GAFAM à nos collègues, mais dans un cadre qui était souverain et sécurisé. Et pour la transition écologique, c'est un des axes politiques très forts que porte le SICOVAL, et donc ça nous paraissait important d'accompagner aussi la transition écologique avec des outils d'IA qui permettent d'accompagner cette transition, notamment autour de l'eau par exemple. Vous l'avez dit, en fait, dans une organisation, que ce soit une collectivité ou une entreprise privée, souvent ces usages démarrent par la base, ils sont un petit peu cachés, donc ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire l'IA un peu fantôme qui ne dit pas son nom, qui n'est pas officiel en fait au sein de l'organisation. Et souvent le réflexe du secteur privé notamment, c'est de commencer par un grand projet de création de chartes d'usage des outils de l'IA. Est-ce que vous aussi, vous avez eu
la tentation de travailler justement sur un projet comme ça de charte d'usage pour un peu cadrer les usages? Alors, on a été un tout petit peu plus pragmatique, c'est-à-dire que le DGS a produit une note à l'ensemble des agents en expliquant qu'il ne fallait pas partager des données de la collectivité sur des outils qui n'étaient pas souverains et sécurisés. On a expliqué qu'il fallait mentionner, comme le dit l'IACT, dès lors qu'on publie des documents de communication ou rédactionnels, mentionner l'usage de l'IA, le rendre transparent pour le grand public. Voilà, donc il y a eu quelques règles qui ont été dictées. Par contre, on a un projet de charte éthique territoriale, puisqu'on souhaite embarquer tout le territoire dans une IA responsable, et donc de coproduire, co-construire avec les collectivités, les communes qui en auront envie, de nos 36 communes, une charte éthique territoriale qui dira voilà l'IA que l'on souhaite au niveau du SCEAL sur notre territoire, et on se donne les moyens de le mettre en œuvre. Et est-ce que vous avez du coup officialisé votre démarche justement dans cette note en disant et en plus on va se mettre à tester et à travailler ensemble sur des outils qui vont permettre à chacun ensuite de travailler? Est-ce que vous avez déjà officialisé finalement la démarche plan d'action? Alors, on l'a officialisé, on va dire, dans le cadre du webinaire qui avait été porté par le DGS. Ouais. On a expliqué dans quel cadre on voulait travailler, et on a expliqué qu'on allait tester des IA souveraines, éthiques, sécurisées, frugales, et donc en l'occurrence Delibia pour tout ce qui est assistance rédactionnelle, et puis auprès de nos élus aussi, on l'a fait valider par nos élus, et la stratégie, on la déploie aujourd'hui, notre stratégie, elle se déroule en 3 axes qui sont acculturer, démystifier. Donc ça, c'est la première étape, que ce soit aussi bien les agents, les élus, les citoyens. La deuxième étape, c'est expérimenter, former dans les axes et les angles que j'ai précisés tout à l'heure, la performance publique et la transition écologique. Et le troisième axe, c'est évaluer. Et on est en pleine phase d'évaluation d'ailleurs de Delibia, et également mettre en place la gouvernance qui va bien pour pouvoir arbitrer sur les cas d'usage à déployer au sein de la collectivité. Et donc cette stratégie que l'on déploie de manière un petit peu officieuse aujourd'hui sera officialisée auprès de nos élus en fin d'année. Auprès des élus, est-ce que vous avez mis aussi un peu dans la boucle la spécificité de certaines collectivités territoriales, les organisations syndicales? Comment vous embarquez la représentation syndicale? Alors, tout à fait, ça a été fait très en amont, avant même qu'on déploie quoi que ce soit comme IA. La DRH, le DGS et la DGA Ressources, qui est ma N+1, ont rencontré les organisations syndicales pour préciser le cadre dans lequel on allait opérer l'IA. Et dans le cadre du webinaire qui a été fait, les organisations syndicales étaient là en tant que telles et ont pu interroger le DGS devant tous les collègues sur la manière dont on envisageait le déploiement. Est-ce que c'était pour supprimer des postes? Oui, c'est ça. Est-ce qu'elles avaient des questions particulières, les OS, du coup Bien sûr, notamment ces questions-là. À quoi ça sert de gagner du temps, puisque l'IA est censée nous faire gagner du temps? Pourquoi faire? Être plus efficace. Ouais. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné? Ouais. Est-ce qu'on accompagne mieux les équipes? Est-ce que les managers gagnent du temps et peuvent accompagner mieux les équipes? Est-ce qu'on va chercher un peu plus en profondeur certains sujets qu'on n'a pas le temps d'examiner parce qu'on est pris par plein de choses du quotidien qui sont assez chronophages? Est-ce qu'on met en place la semaine de 4 jours? Voilà. C'est plein de questions qui se posent, qu'on n'a pas résolues, mais en tout cas qui ont été en effet examinées lors de notamment du webinaire et des échanges. Et le DGS a été très clair sur le fait qu'on n'était pas là pour supprimer des postes, mais plutôt pour faciliter le travail des agents, augmenter les agents, et on était dans cette stratégie-là. Vous avez renvoyé un petit peu vers l'évaluation, finalement. Il faut pouvoir un peu avoir mis les mains dedans pour savoir exactement vers quoi on veut aller et ce que ça va provoquer en termes d'évolution. Et là, en ce moment, on évalue Delibia avec une approche quantitative à travers la console d'administration de Delibia, une approche qualitative avec une grande enquête qui aborde le sujet de l'IA, de Delibia, mais aussi le sujet plus large de l'IA, sur les modes de consommation de l'IA au-delà de Delibia à titre personnel et à titre professionnel, et les impacts que ça a sur la transformation du métier. Et donc, quand on fera l'analyse de cette enquête qu'on a lancée auprès de tous les agents qui ont un poste informatique, on en retirera des enseignements, soit pour déployer de nouveaux cas d'usage, parce qu'il y a des besoins spécifiques auxquels on n'a pas encore répondu, déployer des IA qui correspondent au cadre qu'on s'est fixé en matière de numérique responsable,
faire de focus group aussi pour aller affiner la manière dont l'IA est utilisée. Donc tout ça, ce sera restitué d'ici la fin de l'année pour prendre les bonnes décisions par nos élus, notamment sur le plan budgétaire, bien sûr. Donc vous l'avez mentionné plusieurs fois, vous faites un grand test finalement sur un outil unique, qui est un outil packagé avec beaucoup de fonctionnalités, qui s'appelle Delibia. Alors, vous n'êtes pas commercial de Delibia, mais si vous deviez nous présenter un peu l'outil pour nous dire pourquoi finalement c'est celui-là sur lequel vous avez arrêté votre choix, au moins du test. Alors, ce qui est intéressant dans Delibia, c'est qu'il a été construit par des agents de collectivité, donc qui connaissent les problématiques. Les problématiques. C'est un outil qui donc créé en France, qui est sur des bases de connaissances françaises, puisque c'est tout Légifrance, c'est les 3 millions de décisions, arrêtés, délibérations français, le rapport du Sénat. Donc on est dans un cadre qu'on connaît bien dans les collectivités, qui cite ses sources systématiquement. Il ne va pas nous sortir du droit américain, quoi. Non, il cite ses sources et on peut aller rechercher le PDF dans lequel il a été puisé pour sortir le document, qui a une vingtaine d'assistants rédactionnels, donc ça vient un peu en alternative des IA GAFAM dont je parlais tout à l'heure, et qui permet également d'avoir un immense moteur de recherche pour pouvoir faire de la tendance, pour pouvoir faire de la rédaction de délibération, etc. Mais qui vient bien en substitution d'outils d'IA rédactionnels qu'on connaît classique, bien. Enfin plus connu, quoi. Oui, plus connu. Et du coup, alors, vous avez déjà commencé un peu à l'évoquer, mais c'est quoi les grands cas d'usage que vous avez déjà observé dans ce test de Delibia et comment les agents l'utilisent là aujourd'hui? Beaucoup sur de la reformulation, de la synthèse de documents, sur de l'évaluation, des grilles d'évaluation, des grilles d'enquête, de l'analyse de questionnaires, sur des usages qu'on a dans le monde administratif qui peuvent être assez chronophages. Et je pense par exemple à des directeurs d'ALSH, donc de centres de loisirs, qui l'utilisent pour faire du mail, donc formuler des messages à l'adresse des parents et qui du coup ont plus de temps, parce que c'est pas leur métier que de faire du rédactionnel, pour s'intéresser aux enfants ou aux parents. Et donc c'est plutôt intéressant et ça on va l'examiner de manière plus affinée, parce que dans notre questionnaire, on a défini 15 catégories de métiers qui nous permettront vraiment de voir quels sont les usages en fonction des métiers. Et est-ce qu'il y a des usages différenciés ou pas finalement? C'est aussi des questions qu'on se posera. D'accord, vous avez finalement construit votre propre grille d'analyse via 15 métiers potentiels pour essayer de voir sur chacun des métiers comment c'était utilisé. D'accord. Exactement, 15 catégories de métiers qui regroupent par exemple, je sais pas, les chargés de mission, les chargés de projet, les coordonnateurs, les administrateurs fonctionnels, les assistantes administratives, etc. Et donc on a construit ça avec nos ressources humaines et à partir de là on pourra faire des analyses beaucoup plus poussées, beaucoup plus fines sur les usages qui sont pratiqués. Et ça, vous le faites à partir des données de Delibia ou vous le faites plutôt sur déclaratif et analyse déclarative, formulaire, questionnaire? On va croiser les deux. Les deux, mon capitaine. On va croiser, parce que Delibia a aussi la possibilité d'identifier le métier de la personne. Et on a fait via le déclaratif et le questionnaire. Et on poussera aussi à travers les focus group. Donc ça fait 3 angles possibles d'analyse des usages. Autre petite question pratique pour les collectivités, c'est souvent une grosse question très importante, c'est comment on achète quand on est une collectivité, comment on achète Delibia? Est-ce que ça c'est pas très cher, donc du coup ça s'achète en dehors des seuils de marché, ou est-ce qu'on fait une mise en concurrence? Est-ce qu'on utilise une carte bleue de la collectivité pour faire un... Parce qu'il y a ce cas-là, hein, on a eu le cas ici d'un témoignage où effectivement la carte bleue de la collectivité est utilisée pour acheter des licences, parce qu'on peut pas faire autrement que quand on veut acheter du SaaS, quoi. Comment vous faites pour acheter? On a acheté sur des groupements d'achat en fait, type UGAP ou Canut ou etc. D'accord. Et en effet, dans cette phase d'expérimentation aussi, hein, si on passe à une phase plus de déploiement, on mettra certainement en concurrence, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de concurrents aujourd'hui de Delibia, parce qu'ils ont un petit temps d'avance. Mais en effet, on est obligé d'acheter dans le cadre de la procédure de marché public si on dépasse le seuil. Et là, nous, on était plutôt en dessous, donc on a pu le passer directement sur des marchés, des groupements d'achat. Et en termes de critères d'achat aussi, j'imagine que vous avez quand même bien regardé, et puis c'est aussi dans votre charte de numérique responsable, les questions de souveraineté. Donc où est-ce que c'est hébergé, et éventuellement aussi de frugalité
frugalité. Comment on évalue ça finalement? Parce que on avait ici interviewé Anne Masse qui nous disait qu'il y avait un outil open source, donc complètement à sa maîtrise finalement. Il pouvait mettre plein de capteurs sur sa solution pour voir combien ça consommait, pour voir où, et puis il savait où. Comment on fait quand finalement on fait ça avec un outil qui est un peu packagé? Comment on fait pour vérifier qu'on est quand même dans les clous de la frugalité et de la souveraineté? Alors, on a échangé avec eux, on leur a demandé comment avait été entraîné le modèle et comment il était toujours entraîné. En fait, d'abord, c'est des modèles souverains du type Mistral, donc déjà, ça contraint un peu le cadre. C'est sur des bases de connaissances qui sont fermées et qui sont limitées. Donc, on n'est pas sur tout le web à chaque fois qu'on fait une requête. Et on leur a dit également que pour nous, c'était un point important que cet entraînement, et donc, ils ne réentraînent pas en permanence sur les données qu'on partage. Les données ne sont pas gardées d'ailleurs, et donc en fait il y a eu un entraînement initial, mais il n'y a pas d'entraînement permanent. Donc on suppose quand même que c'est plus léger qu'un modèle qui s'entraîne en permanence sur des retours qu'on lui fait. Donc on s'est garanti de ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est vraiment le sujet, je dirais, par rapport aux usages de l'IA. Je pense à l'autre outil qu'on utilise autour de la détection des fuites d'eau. Comment il est entraîné, comment il se réentraîne avec des modèles qui sont des modèles autour des fuites d'eau ou autour des canalisations et de la connaissance des réseaux. Pour nous aussi, c'est extrêmement important de ne pas dépenser plus d'eau et d'énergie à utiliser des outils que ce qui consomme, ce dont on bénéficie par ces outils-là. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. On entend bien que pour vous, l'entraînement et le réentraînement est un point de vigilance justement de la frugalité, et arriver à avoir des choses qui repartent pas de zéro à chaque fois qu'on doit les mettre à jour, ou à chaque fois qu'on doit les enrichir. Et d'ailleurs, en parlant de données, on s'aperçoit de plus en plus que la qualité des réponses qu'on peut avoir des outils d'IA en fonction de ce qu'on veut leur faire dépend aussi de la qualité des données. Est-ce que vous avez fait ce constat-là aussi avec Delibia, c'est-à-dire que les données que vous utilisez ou que vous lui donnez en plus à connaître, est-ce que vous avez été confronté à des cas où il a fallu être strict finalement dans la qualité des données utilisées? Alors, il n'y a pas d'IA sans data, ça, on le sait bien, et il n'y a pas de bonne IA sans qualité de data. Donc, c'est un prérequis initial. Alors là, on est sur des données particulières dans le sens où c'est des gens qui écrivent qui rédigent en fait, donc on n'est pas sur de la donnée au sens propre. Après, sur l'autre sujet qui est plutôt sur la détection des fuites d'eau, là, notre SIG, donc Système d'information géographique, a une performance en termes de qualité de données qui permet en fait vraiment d'appliquer le modèle de l'ICMITID, qui est donc la société qui détecte ces fuites d'eau sur notre SIG, et du coup qui nous permet de détecter de manière extrêmement fine les endroits où il risque d'y avoir des fuites d'eau. Et ça, c'est lié à la qualité du SIG et des données qui sont rentrées dans le SIG, l'âge du réseau, les matériaux utilisés pour le réseau, etc., qui permettent de détecter le potentiel de fuite. Parce qu'en effet, là, il y a un risque fuyard. C'est là qu'on voit que la capitalisation qu'on a pu avoir sur la qualité des données, elle paye enfin, parce que l'outil derrière, il réagit bien et il fait correctement les choses. Donc, on remettra les liens des différents outils que vous utilisez en description de cette émission pour que chacun puisse aller voir. Du coup, vous disiez, finalement, tout ça permet potentiellement, en tout cas, de limiter le shadow IA, c'est-à-dire l'usage un peu caché de l'IA au sein de l'organisation. Ça, vous avez pu le mesurer? C'est comme ça que vous l'envisagez? Alors, c'est une question qu'on se pose. On va regarder dans notre analyse de questionnaire l'usage de l'IA souveraine et les usages des IA non souveraines. On va croiser un peu. La question qu'on se pose, c'est en facilitant l'accès à des IA souveraines et responsables, est-ce qu'on facilite pas aussi l'accès à des IA qui ne le sont pas? Parce que par la pratique, par la gestion des prompts, par tout ça, on accompagne aussi quelque part la prise en main des outils d'IA. Donc ça, on va le regarder, on va l'examiner, c'est possible. Est-ce que c'est lié aux outils qu'on a donnés, ou c'est parce que de toute façon, en France, les gens commencent à s'approprier de plus en plus les outils d'IA. C'est difficile de savoir. Dans leur sphère perso, notamment. Il n'y a pas que le pro, il y a aussi la sphère perso potentiellement. Et dans les premiers résultats, moi j'étais surprise, il y a 47% des gens qui disent utiliser l'IA à titre perso. Et quelle que soit la catégorie ABC des personnes. Donc il y a un vrai usage.
après, on va le regarder. Est-ce que c'est pour faire du moteur de recherche ou est-ce que c'est pour faire des choses plus créatives ou, voilà, on regardera exactement les usages qui sont développés. Et c'est un vrai problème. Ouais. Mais du coup, donc, c'est ce que vous disiez, hein, il y a le côté expérimentation, mais avant ça, il y a le côté, ou en même temps que ça, il y a le côté acculturation. Qu'est-ce que vous avez mis comme dispositif d'accompagnement à tout ça, finalement, des agents au sein de la collectivité ? Alors, il y a eu ce premier webinaire d'une heure qui a été une première étape. Et puis, avec Belivia, on a des webinaires tous les 1 mois et demi qui ont été calibrés à partir des besoins recensés sur une enquête intermédiaire où on a déterminé quels étaient les sujets sur lesquels les collègues qui s'étaient connectés à Belivia avaient des besoins complémentaires d'approfondissement. Donc, on a construit une série comme ça de 4 webinaires supplémentaires sur des points très précis pour pouvoir mieux utiliser les outils. Et puis, dans l'enquête que l'on fait actuellement, on leur demande quels sont leurs besoins de formation complémentaires pour pouvoir, je ne sais pas, ça peut être apprendre à prompter, ça peut être des choses très, très différentes et pouvoir mieux répondre à ces besoins d'accompagnement. Et puis, on les encourage à aller sur nos cafés IA qui sont organisés sur le territoire et qu'on est en train de structurer à une échelle plutôt régionale aujourd'hui, pour aller justement poser des questions, échanger, dialoguer autour de l'IA. D'accord. Vous utilisez des outils particuliers dans vos cafés IA ? Pour l'instant, on utilise des outils, les gens peuvent tester la différence entre Mistral et ChatGPT par exemple, avec Comparia, qui est un outil qui a été développé par l'État. On en a parlé ici, effectivement. Et oui, c'est très intéressant. Et ce sont des bénévoles en fait aujourd'hui qui accompagnent ces cafés IA. Et l'idée, c'est de structurer à une échelle plus professionnelle les contenus, les messages que l'on veut faire passer. Et là, on est en train de travailler avec l'association Equitia, avec le hub du numérique inclusif à l'échelle régionale, qui est RINOC. Et on essaye d'embarquer le groupe La Poste et la SNCF pour pouvoir aller au plus près des habitants, au plus près de leurs besoins, là où ils vivent, là où ils sont, pour pouvoir les interpeller sur le sujet de l'IA. Vous parliez d'évaluation, et ce qui m'intéressait, c'est qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit, on va certainement utiliser la grille d'évaluation qui est promue et qui est diffusée par Civiteo, qui est un cabinet spécialisé dans ces questions-là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette grille d'évaluation par rapport aux usages de l'IA ? Alors la grille, d'ailleurs, on la retrouve dans le cahier qui vient de sortir de l'Observatoire Data Publica, qui s'appelle IA et territoire. Donc j'encourage, je crois que c'est à la page 29. On mettra le lien aussi. D'aller voir le radar en question. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça vient objectiver toutes les questions autour de l'IA. Est-ce utile ? Est-ce capacitant ? Est-ce frugal ? Voilà, c'est les axes de ce radar. Et ça permet de poser le cas d'usage qu'on envisage pour se dire on y va ou on n'y va pas. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à utiliser l'IA dans ce cas-là ou finalement pas d'IA mais juste du numérique, voire de la low-tech, ça passe très bien aussi. Donc c'est des outils qui permettront d'aider à la décision nos élus, nos cadres, pour pouvoir dire oui on y va, non on n'y va pas, on va trouver des solutions alternatives. Et c'est pas forcément d'ailleurs réservé aux collectivités cette grille, ça pourrait très bien être utilisé par tout type d'organisation finalement. Complètement, c'est une grille qui est vraiment pour accompagner le choix des IA dans une organisation, sur un territoire. Elle a été construite avec une quinzaine de collectivités, mais elle peut tout à fait être utilisée par d'autres acteurs. Pour revenir un peu justement côté collectivité, si vous deviez donner un conseil à des collègues de collectivités qui ont envie de se lancer dans cette démarche IA, des choses que vous avez bien faites, des choses que vous auriez mieux faites, et puis globalement, quel message vous voulez délivrer aussi avec cette démarche IA aux collègues d'autres collectivités ? Alors, c'est peut-être d'y aller à petits pas, de manière très progressive, pour que tout le monde embarque, comprenne les enjeux, accompagner très fortement, et tout le monde, qui que ce soit dans la collectivité, sur ce que c'est que de l'IA, sur un plan sociétal, sur un plan impact, organiser les batailles de l'IA aussi, c'est des choses que l'on fait, pour aider à la prise de conscience, à la compréhension du monde numérique dans lequel on vit. Donc ça, je dirais que c'est vraiment l'étape primordiale, c'est acculturer, démythifier, expérimenter, oser, et puis se tromper, et puis repartir ou pas. Et toujours se poser la question, est-ce vraiment utile en fait ? Est-ce que le projet que j'ai ne peut pas être traité autrement ? D'où l'intérêt du radar. C'est oser, ne pas attendre d'avoir tout cadré, par exemple une charte qui soit bien validée par les élus, par le technique, etc. pour avancer. Oser des choses,
pour pouvoir petit à petit avancer, progresser et améliorer. Je retiens l'idée de l'IA utile versus l'IA futile. Je retiens le slogan. Je trouve que ça fait en plus une belle conclusion à notre émission. Merci Anne-Claire. Merci Jean-Philippe. Et restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À bientôt.